Il y a quelque chose dont on parle très peu, la sexualité quand la maladie arrive dans une vie. Parce que souvent, quand on parle de maladie, on parle de diagnostic, on parle de traitement, on parle de douleur, on parle de fatigue, on parle de l'organisation du quotidien. Mais on parle rarement de la sexualité. Et pourtant, la sexualité fait partie de la vie humaine, que l'on soit une femme, un homme, une personne non-binaire, une personne trans, que l'on soit en couple, célibataire, en relation exclusive, en relation non exclusive, en polyamour. La sexualité fait partie de la manière dont on habite son corps, dont on vit l'intimité, dont on se relie aux autres. Et quand la maladie arrive, elle peut toucher cet espace-là aussi. Parfois c'est très direct. Certaines maladies provoquent des douleurs physiques qui rendent certains gestes difficiles. Certaines maladies provoquent une fatigue intense qui laisse très peu d'énergie pour la sexualité. Parfois, ce sont les traitements médicaux qui modifient les choses. Certains traitements peuvent modifier le désir, certains peuvent modifier les sensations, certains peuvent modifier le fonctionnement du corps. Mais parfois, la transformation est plus subtile. La maladie peut changer la manière dont on se perçoit, la manière dont on habite son corps, la manière dont on se sent dans son intimité. Je me souviens d'une personne que j'ai reçue en consultation. Elle vivait avec une maladie chronique depuis plusieurs années. Et un jour, elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit « Avant, la sexualité faisait partie de ma vie sans que j'y pense. Maintenant, j'ai l'impression que tout est devenu compliqué. » Et cette phrase est très importante, parce qu'elle montre quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Quand la maladie arrive, la sexualité peut devenir un territoire rempli de questions. Certaines personnes se demandent « Est-ce que je vais encore pouvoir avoir une sexualité ?» Certaines personnes se demandent « Est-ce que je vais encore être désirable ?» Ou alors « Est-ce que mon ou ma partenaire va rester ?» Et parfois, certaines personnes se disent simplement « Je ne sais plus comment vivre ça ». Et si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces questions. Peut-être que ta sexualité a changé. Peut-être que ton corps ne répond plus comme avant. Peut-être que le désir est devenu différent. Peut-être que la douleur s'est invitée dans cet espace. Peut-être que la fatigue a pris beaucoup de place. Et si c'est le cas, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ceci. Ce que tu vis est beaucoup plus fréquent que tu ne le crois. Des millions de personnes vivent avec une maladie chronique. Des millions de personnes traversent ou ont traversé un cancer. Des millions de personnes vivent avec des douleurs chroniques. Et toutes ces personnes ont aussi une vie intime, une vie sexuelle, avec des questions, avec des ajustements, avec parfois des difficultés, mais aussi parfois avec des découvertes nouvelles. Parce que la sexualité n'est pas quelque chose de figé. Elle évolue au cours de la vie, elle change avec l'âge, elle change avec les expériences, elle change avec le corps. Et quand la maladie arrive, la sexualité peut se transformer. Parfois, cette transformation est douloureuse. Parfois, elle est déroutante. Parfois, elle demande du temps. Mais elle ne signifie pas forcément la fin de la sexualité. Elle signifie souvent une transformation, une adaptation, une redéfinition. Et dans cet épisode, on va justement prendre le temps d'explorer tout cela, sans jugement, sans pression et avec beaucoup de douceur. Parce que la sexualité mérite d'être abordée avec respect, surtout quand le corps traverse quelque chose de difficile. Le choc du corps qui change. Quand une maladie arrive dans une vie, il y a souvent un moment très particulier, un moment où l'on réalise que le corps ne fonctionne plus comme avant. Et ce moment peut être un véritable choc, parce que pendant longtemps, on vit avec l'idée que notre corps est stable, qu'il va continuer à fonctionner, qu'il va continuer à répondre. Et puis un jour, quelque chose change. Parfois, c'est une douleur qui apparaît, une douleur qui ne disparaît pas. Parfois, c'est une fatigue inhabituelle, une fatigue qui ne se résout pas avec une bonne nuit de sommeil. Parfois, c'est un diagnostic, un mot que l'on n'avait jamais imaginé entendre. Fibromyalgie, endométriose, maladie inflammatoire, cancer ou encore beaucoup d'autres réalités. Et soudain, le corps devient différent.
Et ce changement peut être profondément déstabilisant, parce que notre identité est très liée à notre corps, la manière dont on se perçoit, la manière dont on se déplace dans le monde, la manière dont on vit la sensualité, la manière dont on vit la sexualité. Tout cela passe par le corps. Et quand le corps change, beaucoup de repères changent aussi. Je me souviens d'une personne que j'ai reçue en consultation. Cette personne avait traversé un cancer. Elle m'a dit quelque chose de très simple. J'ai l'impression de ne plus habiter le même corps. Cette phrase est extrêmement forte, parce qu'elle exprime une sensation que beaucoup de personnes malades connaissent. Le corps devient étranger, le corps devient imprévisible. Le corps devient parfois un lieu de lutte. Certaines personnes me disent « je ne reconnais plus mon corps ». D'autres « je ne sais plus ce que mon corps est capable de faire ». Et ce sentiment peut être très perturbant dans la sexualité. Parce que la sexualité repose sur une certaine confiance dans son corps. La confiance que le corps va ressentir, qu'il va répondre, qu'il va suivre. Mais quand la maladie arrive, cette confiance peut être fragilisée. Certaines personnes commencent à avoir peur de leur propre corps. Peur de la douleur, peur de la fatigue, peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Et parfois, le corps devient un lieu d'inquiétude plutôt qu'un lieu de plaisir. Il y a quelque chose dont on parle peu, le regard que l'on porte sur soi. Quand le corps change, l'image de soi peut changer aussi. Certaines personnes voient leur corps se transformer, parfois à cause d'une opération, à cause d'un traitement ou de la maladie elle-même. Il peut y avoir des cicatrices, il peut y avoir des transformations physiques, il peut y avoir une perte de cheveux, une modification de poids, une modification de l'énergie. Et face à ces changements, certaines personnes commencent à se regarder différemment, avec moins de douceur, avec plus de jugement. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour « je ne me sens plus attirant ». Et quand on ne se sent plus attirant, il devient très difficile de se sentir désirant. Parce que le désir et l'image de soi sont profondément liés. Quand on se sent bien dans son corps, il est plus facile d'entrer dans l'intimité. Mais quand on se sent étranger à son propre corps, l'intimité peut devenir un espace fragile. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à se poser des questions. Est-ce que je peux être encore désirable ? Est-ce que je peux encore vivre une sexualité ? Est-ce que quelqu'un peut encore me regarder avec désir ? Ces questions sont profondément humaines. Et elles apparaissent souvent à ce moment précis, le moment où l'on réalise que le corps a changé. Mais il y a aussi quelque chose d'important à dire ici. Le corps change, oui. Mais la capacité à vivre de l'intimité ne disparaît pas forcément. Elle peut simplement devenir différente. Parce que l'intimité ne se résume pas à un corps parfait. Elle ne se résume pas à une performance. Elle ne se résume pas à une image. L'intimité est avant tout une rencontre. Une rencontre avec soi, avec l'autre. Et même quand le corps change, cette rencontre reste possible. Mais souvent, elle demande d'apprivoiser ce nouveau corps. Ce corps qui est devenu différent. Ce corps qui demande plus d'écoute, plus de douceur, plus de patience. Et ce processus peut prendre du temps. Parce qu'il faut parfois réapprendre à habiter son propre corps. Réapprendre à lui faire confiance. Réapprendre à sentir ce qui est possible. Réapprendre à accueillir ce qui a changé. Et dans ce chemin, il y a souvent une étape importante. Une étape dont on parle très peu. Le deuil de la sexualité d'avant. C'est justement ce dont on va parler maintenant. Le deuil de la sexualité d'avant. Il y a quelque chose dont on parle très peu quand une maladie arrive dans une vie. Le deuil. Pas seulement le deuil de la santé, pas seulement le deuil de l'énergie, mais aussi le deuil de la sexualité d'avant. Parce que souvent, avant la maladie, la sexualité est quelque chose de relativement simple. Elle peut être spontanée, légère, évidente. On ne se pose pas forcément beaucoup de questions. Le désir peut surgir naturellement. Le corps peut suivre sans difficulté. Et l'intimité peut faire partie de la vie sans que l'on ait besoin d'y réfléchir. Et puis un jour, quelque chose change. Le corps devient douloureux, ou fatigué, ou imprévisible. Parfois, ce sont les traitements qui modifient les choses. Parfois, ce sont les sensations qui changent. Parfois, ce sont certaines pratiques qui deviennent impossibles.
Et à ce moment-là, certaines personnes ressentent quelque chose de très particulier, une forme de perte, comme si une partie de leur vie avait disparu. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée en consultation. Elle vivait avec des douleurs chroniques depuis plusieurs années. Et un jour, elle m'a dit une phrase très simple. J'ai l'impression d'avoir perdu ma sexualité. Et quand je lui ai demandé ce que cela voulait dire pour elle, elle m'a expliqué que sa sexualité d'avant était très différente. Elle me parlait d'une sexualité spontanée, joyeuse, dans laquelle son corps répondait facilement. Et aujourd'hui, elle avait l'impression que tout était devenu compliqué, qu'il fallait réfléchir, anticiper, évaluer la douleur, l'énergie, les limites. Et ce changement peut être extrêmement déstabilisant, parce que beaucoup de personnes comparent leur corps actuel au corps d'avant. Elles se disent « avant je pouvais, avant je n'avais pas mal, avant c'était facile ». Et cette comparaison peut être très douloureuse, parce que le corps d'avant n'existe plus. Et accepter cela peut demander du temps. C'est là que la notion de deuil devient importante, parce que dans un deuil, il y a souvent plusieurs émotions. La tristesse, la colère, l'injustice, la frustration. Certaines personnes peuvent ressentir une grande tristesse. La tristesse de ne plus vivre certaines choses comme avant. D'autres peuvent ressentir de la colère. Pourquoi moi? Pourquoi mon corps? Pourquoi maintenant? D'autres encore peuvent ressentir une forme d'injustice, surtout quand la maladie arrive à un moment de la vie où la sexualité était importante. Toutes ces émotions sont légitimes. Et pourtant, beaucoup de personnes n'osent pas en parler, parce qu'elles se disent parfois « ce n'est que de la sexualité, il y a des choses plus graves ». Mais la sexualité fait partie de l'identité, elle fait partie de la manière dont on se relie aux autres, de la manière dont on habite son corps, et perdre une partie de cette expérience peut être profondément bouleversant. Je me souviens d'une autre personne que j'ai accompagnée. Elle avait traversé un cancer et après quelques traitements, son corps avait beaucoup changé. Elle m'a alors dit « Je dois apprendre à vivre avec un nouveau corps ». C'est une phrase très importante, parce que le deuil ne consiste pas seulement à reconnaître ce qui a disparu, il consiste à ouvrir un espace pour ce qui peut exister autrement. Le deuil de la sexualité d'avant ne signifie pas forcément la fin de la sexualité, mais il peut être une étape nécessaire. Une étape pour reconnaître ce qui a changé, pour reconnaître ce qui n'est plus possible, reconnaître la tristesse que cela peut provoquer, et peu à peu pour commencer à se demander autre chose. Pas seulement « pourquoi ce n'est plus comme avant », mais plutôt « qu'est-ce qui est possible maintenant ?» Et cette question peut ouvrir un chemin nouveau, un chemin qui ne ressemble pas forcément à la sexualité d'avant, mais qui peut être tout aussi vivant. Parce que la sexualité n'est pas une seule forme, elle peut évoluer, s'adapter, se transformer. Mais souvent, avant d'arriver à cette transformation, il y a une étape importante. Reconnaître le deuil. Reconnaître que quelque chose a changé. Que cela peut faire mal. Que c'est légitime. Et à partir de là, un autre processus peut commencer. Un processus qui concerne une émotion très fréquente quand la maladie touche à la sexualité. La culpabilité. Et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. La culpabilité sexuelle. Quand la maladie vient toucher la sexualité, il y a une émotion qui apparaît très souvent, la culpabilité. Une culpabilité qui peut être très silencieuse. Parfois, elle n'est même pas dite à voix haute, mais elle est là. Certaines personnes se sentent coupables de ne plus avoir envie. D'autres, de ne plus pouvoir faire certaines choses. Certaines se sentent coupables de dire non, et d'autres encore se sentent coupables simplement d'avoir changé. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée en consultation. Elle vivait avec des douleurs chroniques depuis plusieurs années. Elle était en couple, et un jour elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. « J'ai l'impression de priver mon partenaire ». Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, elle m'a expliqué que la douleur rendait la sexualité difficile, parfois impossible. Et dans ces moments-là, elle avait le sentiment de ne plus remplir son rôle, comme si la sexualité était quelque chose qu'elle devait offrir, comme si elle devait répondre à une attente. Et ce sentiment de devoir est très fréquent.
Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que dans une relation, la sexualité est une sorte d'obligation implicite, qu'un partenaire doit satisfaire l'autre, qu'un couple doit avoir une sexualité régulière, qu'une relation réussie est une relation où la sexualité fonctionne. Mais quand la maladie arrive, ces idées peuvent devenir extrêmement lourdes à porter. Parce que le corps ne peut pas toujours suivre, parce que l'énergie n'est pas toujours là, parce que la douleur peut surgir à n'importe quel moment. Et pourtant, la personne peut continuer à se dire « je devrais avoir envie, je devrais réussir, je devrais faire un effort ». Et cette pression intérieure peut créer beaucoup de souffrance. Certaines personnes finissent même par se forcer. Pas par envie, pas par plaisir, mais par culpabilité, par peur de décevoir, par peur d'être insuffisant, insuffisante. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour « Je me force parfois parce que j'ai peur que mon partenaire pense que je ne l'aime plus ». Cette phrase montre à quel point la sexualité peut être chargée d'enjeux émotionnels. Parce que dans beaucoup de relations, la sexualité est perçue comme une preuve d'amour, comme une preuve de désir, comme une preuve d'attachement. Alors, quand la sexualité devient difficile, certaines personnes ont peur que cela soit interprété comme un rejet. Mais en réalité, la maladie n'est pas un rejet. La douleur n'est pas un rejet. La fatigue n'est pas un rejet. Ce sont des réalités corporelles. Et la culpabilité peut parfois masquer une autre émotion, la tristesse. La tristesse de ne plus vivre certaines choses comme avant. La tristesse de voir son corps changer. De devoir dire non plus souvent. Certaines personnes peuvent aussi sentir une culpabilité plus profonde. Une culpabilité d'être malade. Comme si la maladie était une faute. Comme si elle dérangeait la relation. Comme si elle compliquait la vie du partenaire. Et cette culpabilité peut être très lourde. Parce qu'elle s'ajoute déjà à la fatigue, à la douleur, aux difficultés du quotidien. Mais il y a quelque chose d'essentiel à rappeler ici. La sexualité n'est pas une dette. Ce n'est pas une obligation. Et le corps de personne ne devrait être utilisé pour rembourser une culpabilité. La sexualité est un espace de rencontre, de consentement, de désir partagé. Et quand le corps traverse une maladie, il mérite encore plus de respect. Encore plus d'écoute, encore plus de douceur. La culpabilité peut parfois donner l'impression que l'on doit compenser, que l'on doit faire des efforts, que l'on doit continuer, coûte que coûte. Mais en réalité, la culpabilité n'est pas un bon guide. Elle pousse souvent à dépasser ses limites, à ignorer ses besoins, à oublier son propre corps. Et pourtant, quand la maladie est présente, le corps a justement besoin de l'inverse. Il a besoin d'attention, d'écoute, de respect. Apprendre à reconnaître la culpabilité peut être une étape importante, non pas pour la juger, mais pour comprendre ce qu'elle raconte. Souvent derrière la culpabilité, il y a une peur, celle de ne plus être suffisant, suffisante, celle de ne plus être aimé, celle de ne plus être désirable. Et cette peur est très humaine, parce que la maladie peut profondément basculer l'image que l'on a de soi. Et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. La peur de ne plus être désirable. Quand la maladie vient toucher le corps, elle peut aussi toucher quelque chose de très profond, le sentiment d'être désirable. Parce que dans notre société, la désirabilité est souvent associée à certaines images. Un corps en bonne santé, plein d'énergie, jeune, performant. Et ces images sont partout. Dans les films, dans les publicités, dans les réseaux sociaux, dans la manière dont on parle de la sexualité. Alors quand le corps change, certaines personnes commencent à douter, leur capacité à être regardées avec désir. Je me souviens d'une personne que j'ai reçue en consultation. Elle avait traversé un traitement lourd pour un cancer. Son corps avait changé, il y avait des cicatrices, il y avait une fatigue persistante. Un jour, elle m'a dit « Je ne me sens plus sexy ». Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait pour elle, elle m'a répondu « Je me sens malade ». Cette phrase est très importante, parce qu'elle montre comment la maladie peut recouvrir d'autres dimensions de l'identité. La personne ne se voit plus comme un être désirable, elle se voit d'abord comme une personne malade. Et quand on se perçoit ainsi, il devient très difficile d'entrer dans la sexualité, parce que la sexualité repose en partie sur l'image que l'on a de soi.
sur la manière dont on se sent dans son corps, sur la manière dont on imagine que l'autre nous regarde. Certaines personnes commencent alors à éviter l'intimité, pas parce qu'elles ne ressentent plus de désir, mais parce qu'elles ont peur du regard de l'autre, peur que l'autre remarque les changements, peur que l'autre ne soit plus attiré, peur que l'autre voie la maladie avant de voir la personne. Je me souviens d'une autre personne que j'ai accompagnée. Elle vivait avec une maladie chronique depuis plusieurs années. Elle m'a dit un jour: « Je ne comprends pas pourquoi mon partenaire me désire encore. » Quand je lui ai demandé pourquoi elle disait cela, elle m'a expliqué qu'elle ne voyait plus son corps comme un corps désirable. Elle voyait surtout la douleur, la fatigue, les limites. Mais son partenaire, lui, voyait encore autre chose. Il voyait la personne qu'il aimait. Il voyait la tendresse, la complicité, la sensualité. Et cela montre quelque chose d'important. Le regard que l'on porte sur soi peut être beaucoup plus dur que le regard que l'autre porte sur nous. Quand la maladie transforme le corps, certaines personnes deviennent très critiques envers elles-mêmes. Elles observent chaque changement, chaque cicatrice, chaque transformation. Et peu à peu, elles peuvent perdre le lien avec la sensualité de leur propre corps. Pourtant, la désirabilité ne se résume pas à une image parfaite. La désirabilité ne se résume pas à un corps sans cicatrice. Elle ne se résume pas à un corps sans fatigue. La désirabilité peut aussi exister dans un corps réel, un corps vivant, un corps qui traverse des épreuves. Parce que le désir ne naît pas seulement d'une apparence, il naît d'une présence, d'une manière d'être, d'un regard, d'une voix, d'une énergie. Et même quand le corps change, beaucoup de ces dimensions restent là. Mais il peut être difficile de les percevoir quand on traverse la maladie. Certaines personnes ont l'impression que leur corps est devenu un problème, un obstacle, quelque chose qui gêne la relation. Et cette perception peut nourrir une autre peur. Une peur très fréquente chez les personnes dont la sexualité est impactée par la maladie. La peur d'être abandonnée. La peur que l'autre finisse par partir. La peur d'être remplacé par quelqu'un dont le corps serait plus simple. Et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. La peur d'être abandonné. Quand la maladie vient bouleverser la sexualité, une peur peut apparaître chez beaucoup de personnes. Celle d'être abandonné. Cette peur n'est pas toujours exprimée clairement. Parfois, elle est simplement là, en arrière-plan, comme une inquiétude diffuse. Une petite voix qui murmure « Et si l'autre finissait par partir ?» Parce que dans notre société, la sexualité est souvent présentée comme un élément central du couple. On entend souvent des phrases comme « un couple sans sexualité, ce n'est plus vraiment un couple » ou encore « la sexualité est indispensable pour que la relation fonctionne ». Alors quand la maladie vient compliquer la sexualité, certaines personnes commencent à s'inquiéter. Elles se demandent si leur partenaire va rester. Elles se demandent si leur partenaire ne va pas finir par se lasser. Elles se demandent si quelqu'un d'autre ne pourrait pas offrir ce qu'elles ne peuvent plus donner. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée. Elle vivait avec des douleurs chroniques qui rendaient la sexualité très irrégulière. Elle m'a dit « Je me dis que mon partenaire mérite quelqu'un de plus simple. » Cette phrase est très révélatrice, parce qu'elle montre comment la maladie peut venir transformer la manière dont une personne se perçoit dans la relation. Personne ne se voit plus seulement comme un ou une partenaire. Elle se voit comme quelqu'un qui complique la vie de l'autre. Quelqu'un qui empêche certaines choses. Quelqu'un qui limite la sexualité. Et cette perception peut nourrir une grande insécurité. Certaines personnes commencent alors à imaginer des scénarios. Elles se disent que leur partenaire doit être frustré, qu'il ou elle doit souffrir en silence, qu'il ou elle doit regretter la sexualité d'avant. Et parfois, ces pensées peuvent devenir très envahissantes. Mais il y a quelque chose d'important à rappeler. Une relation ne repose pas uniquement sur la sexualité. Elle repose aussi sur la tendresse, la complicité, l'affection, la confiance, sur le partage du quotidien, sur la manière dont deux personnes prennent soin l'une de l'autre. Je me souviens d'une autre personne que j'ai accompagnée en consultation. Elle était persuadée que son partenaire allait finir par partir. Elle me disait « Je ne vois pas pourquoi il resterait. »
Mais quand nous avons exploré leur relation, quelque chose d'autre est apparu. Le partenaire exprimait beaucoup d'attachement, de tendresse, de respect. La relation ne se réduisait pas à la sexualité. Et cela ne signifie pas que la sexualité n'est pas importante. Elle peut l'être, mais elle n'est pas le seul pilier d'une relation. Pourtant, quand la maladie touche la sexualité, certaines personnes commencent à se sentir en concurrence avec des corps imaginaires, des corps sans douleur, des corps sans fatigue, des corps sans limite. Et face à ces corps imaginaires, elles peuvent avoir l'impression de ne pas faire le poids. Mais ces comparaisons sont souvent injustes. La relation ne se construit pas seulement sur un corps, elle se construit sur une histoire, sur des émotions, sur une connexion. Et parfois, la peur d'être abandonnée peut pousser certaines personnes à dépasser leurs propres limites. Elles peuvent accepter des relations sexuelles alors que leur corps souffre. Elles peuvent dire oui alors qu'elles auraient besoin de dire non. Elles peuvent essayer de prouver qu'elles sont encore capables. Mais ces efforts peuvent devenir épuisants. Et surtout, ils peuvent éloigner la personne de l'écoute de son propre corps. La peur de perdre l'autre peut être très forte. Elle est profondément humaine, mais une relation saine ne devrait pas reposer sur la peur. Elle devrait reposer sur la communication, la compréhension, l'adaptation. Parce que quand la maladie arrive dans une relation, ce n'est pas seulement la sexualité qui change, c'est toute la dynamique du couple qui peut évoluer. Et cette évolution peut demander du dialogue, du temps, de la patience. Quand la peur prend trop de place, elle peut pousser certaines personnes à entrer dans une autre difficulté. Une difficulté très fréquente quand la maladie impacte la sexualité. La pression de satisfaire l'autre. Avant de continuer cet épisode, j'ai envie de faire une petite pause. Parce que tout ce que nous venons d'aborder peut être profondément touchant. Nous avons parlé de ce moment où la maladie arrive dans la sexualité, du choc du corps qui change, du deuil de la sexualité d'avant, de la culpabilité, de la peur de ne plus être désirable, et aussi de cette peur très humaine, la peur d'être abandonné. Toutes ces émotions peuvent être très fortes. Et si tu te reconnais dans certaines de ces expériences, j'ai envie de te rappeler une chose importante. Ce que tu vis est légitime. La maladie peut transformer beaucoup d'aspects de la vie. Et la sexualité en fait partie. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous allons continuer cette exploration. Nous allons parler de ce qui se passe quand la sexualité devient un lieu de pression. Nous allons parler des douleurs physiques, de la fatigue, du silence qui entoure souvent ces sujets. Mais nous allons aussi parler d'autre chose. De la possibilité de redéfinir l'intimité. De la possibilité d'inventer une sexualité différente. Une sexualité qui s'adapte au corps tel qu'il est aujourd'hui. Si tu veux poursuivre cette réflexion avec moi, je te retrouve dans la deuxième partie de cet épisode.